va contraster en fait un petit peu avec l'aspect rationnel des chiffres qui ont été amenés. L'idée, c'est pas d'être que sur un versant émotionnel, mais peut-être de parler finalement de ce qu'ont vécu une partie des soignants pendant cette période Covid, un petit peu le vécu de l'intérieur, si vous voulez. Alors, c'est vrai que lorsque les premiers cas sont arrivés en Suisse en mars, et les premiers cas dans les différentes institutions, et notamment, c'est vrai, au CHUV, hein, le premier cas, on en a entendu parler, mais c'est vrai qu'il y avait un mélange très important entre la peur et puis contrasté avec une réelle envie d'être sur le terrain, puis d'apporter sa contribution, d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai qu'on a entendu de la part des institutions une crainte que le personnel soignant vienne à déserter les institutions, les milieux de soins parce qu'ils avaient peur du virus. Et finalement, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé. Nous, on l'a vu de manière assez importante à l'Asie, avec beaucoup de soignants qui se sont annoncés comme étant disponibles pour prêter main forte. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu moi j'aime bien l'appeler comme ça, mais un véritable élan de solidarité de la part de tous les professionnels qui ont décidé de venir s'investir. C'est vrai que quand je parle de la peur, il y avait la peur, c'est vrai qu'on avait des notions, des éléments qui nous venaient de nos pays voisins, et notamment de l'Italie, hein, qui nous donnaient peut-être une certaine avance à certains moments. Mais c'est vrai qu'il y avait une peur aussi de la part du personnel soignant de ramener ça à la maison. Beaucoup de soignants se disaient, voilà, moi, je ne vais pas être responsable de contaminer les gens autour de moi. On parlait, comme l'a dit Valéria, hein, beaucoup des personnes âgées. C'est vrai que dans les milieux de soins, et on l'a vu dans les IMS, ce sont les principales personnes qui ont été touchées. Mais c'est vrai qu'on voyait aussi qu'il y avait d'autres catégories de population qui étaient touchées par une forme sévère. Et c'est vrai qu'il y avait un sentiment un petit peu d'avoir une roulette russe devant nous et de pas toujours savoir qui sera touché et qui va développer une forme grave. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était très, très différent dans le vécu des soignants par rapport à la grippe, par exemple. C'est vrai que quand on accueille des patients qui sont atteints de la grippe, on ne se pose pas la question de savoir si on va la contracter ou pas. D'une part, il y a le vaccin, mais pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il n'y a pas cette crainte de se dire « Ah, mais je vais peut-être développer une forme sévère ». Alors que pour le Covid, il y avait cette question qui trottait dans la tête des gens quand on voyait tous ces patients alignés les uns à côté des autres, à plat ventre, intubés, sédatés, curarisés. C'est vrai que c'est des images qui sont restées très, très fortes, des images émotionnellement très, très fortes. Et puis, les soignants se posaient la question de se dire, mais et si finalement je me retrouvais dans cette situation? Donc, cette crainte, elle était là constamment. Et puis, ça a conduit les soignants, pour certains, à s'isoler totalement par peur de contaminer leur entourage. C'est vrai qu'on avait beaucoup de soignants frontaliers qui se sont isolés, qui ont accepté les milieux d'accueil qui leur ont été fournis pour rester loin de leur famille et qui, pendant peut-être 2 mois, n'ont pas vu leurs enfants, leurs conjoints et pendant plusieurs mois, n'ont pas vu leurs parents. Il y a aussi cette situation d'adaptation constante. C'est vrai que face aux nouvelles connaissances qui pouvaient des fois amener à des changements quotidiens, eh bien, c'est vrai que ça a demandé au personnel soignant de s'adapter et ça a mobilisé une énergie qui était quand même très, très importante, en tout cas en début de pandémie. Il y a aussi un décalage entre l'isolement, l'arrêt de la société et l'hyperactivité hospitalière. C'est vrai que dans la phase de la première vague où toute la société était un peu en pause, en stand-by, il y avait ce calme, ce silence dans la rue, dans les villes. Et puis à côté de ça, l'hôpital qui était une véritable fourmilière, les milieux de soins extra-hospitaliers comme les EMS, les CMS qui œuvraient d'arrache-pied. Et c'est vrai qu'il y avait un véritable contraste entre ce qu'on vivait, nous, en soignants, et puis ce que le reste de la population vivait. Clara, tu peux passer à la slide après, merci. La vision importante qui me paraît indispensable de souligner, c'est vrai que dans les médias, et je pense que vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on a beaucoup parlé du matériel à disposition, notamment des ventilateurs, on parlait toujours des lits disponibles dans les milieux de soins, des médicaments qui pourraient venir à manquer, que ce soit les sédatifs ou les curares. Et puis ça a été des éléments qui ont été énormément relayés dans la presse, à contrario de tout l'effort de concentration et de mobilisation que le personnel soignant fournit, et surtout des compétences. C'est vrai que pendant cette première vague, en tout cas, on a beaucoup parlé d'un aspect très technique, mais en fait, on ne s'est pas tellement soucié des compétences qui étaient nécessaires. Alors oui, l'hôpital s'est agrandi, oui, l'hôpital s'est réinventé, mais ce qu'il faut voir, c'est que les soignants, et quand je dis les soignants, c'est autant le personnel d'aide en soins que les infirmières ou que les médecins, ils ont dû se réinventer, ils ont dû
apporter leurs compétences. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je trouve qu'il y a un message un petit peu tronqué de la part des médias qui finalement donnait l'illusion, un petit peu comme ça à la population, qu'on pouvait agrandir finalement presque ad aeternam, à l'infini, les milieux de soins aigus et que ça ne posait finalement pas de problème. Alors qu'en fait, c'était tout l'inverse pendant cette période-là, de demander aux gens de venir dans des milieux qui n'étaient pas les leurs initialement, eh bien, a demandé beaucoup d'énergie et un effort de réorganisation dans les différentes structures qui était extrêmement important. C'est comme si finalement ça c'était la part cachée de l'iceberg. Il y avait vraiment la partie visible de l'iceberg que les médias transmettaient en disant qu'il y avait X lits disponibles et puis en fait en dessous on ne voyait pas tous les efforts que cela demandait pour se réorganiser. Tu peux passer à la slide d'après, merci. C'est vrai qu'il y a eu aussi à un moment donné beaucoup d'incompréhension de la part des personnels soignants, parce que c'est vrai qu'on a vu, hein, et ça a été grandement apprécié, ces applaudissements. C'est vrai que quand on sort d'une journée de travail et puis qu'à 21h, on est fatigué, on n'en peut plus de sa journée, puis qu'on a au balcon des gens qui applaudissent, qui font de la musique, qui tapent dans les mains, ben c'est vrai que c'était des moments, ça donne... Sincèrement, ça a donné du baume au cœur, ça faisait du bien. Mais en même temps, il y avait aussi à un moment donné une espèce d'incompréhension en se disant, ben voilà, oui, il y a ça, mais en contrepartie, la population doit aussi jouer le jeu de comprendre, c'est vrai, certaines restrictions qui sont des fois difficiles à comprendre. Mais je pense que là, encore là, les médias ont eu ce rôle aussi, parce qu'en donnant certains messages de sécurité, ce qui était aussi nécessaire, bien évidemment, hein, mais on a toujours donné l'impression que tout était toujours possible et toujours tout était faisable, alors qu'en fait, en arrière-fond, c'était des fois très, très difficile. Il y a aussi eu cette confrontation à la mort, le soignant en deuil. Dans des milieux de soins, dans des EMS, moi, il y a des collègues qui m'ont rapporté que, bah, par exemple, il y a sur un étage une dizaine de leurs résidents qui sont décédés. Et ça, c'est difficile parce que dans les milieux de soins, autant les milieux de soins aigus que les milieux de soins de long séjour, bah, c'est vrai que, et d'autant plus dans le long séjour, j'ai envie de dire, quand on accompagne quelqu'un pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le deuil qu'on doit faire pour ce résident, pour sa famille, qui, il faut bien le rappeler, hein, dans cette période-là, les familles n'étaient pas autorisées à venir, donc des résidents qui ont exprimé leur souffrance d'être seuls, d'être complètement isolés. La détresse des gens, des familles, elle était aussi très, très difficile à porter. En plus de l'inquiétude qu'on vivait, il fallait aussi gérer cette souffrance de la part des familles et des patients et des résidents. Et ça, c'est vrai que c'est des éléments qui ont été un petit peu... qui ont été un peu oubliés. Au travers de cette image, j'avais envie de contraster en fait avec les images que les médias relayaient, où en fait on voyait des soignants qui étaient habillés, cagoulés, avec des masques, des lunettes de protection, enfin, et totalement équipés. Puis à contrario, bah, c'est vrai que dans des EMS ou dans des CMS ou des infirmiers indépendants nous ont rapporté qu'ils n'avaient absolument pas accès ou très peu accès, on va dire, à certains matériels, notamment des blouses, des masques, du désinfectant, et puis qu'ils devaient en fait un peu bricoler du matériel pour aller voir leurs résidents, leurs patients. Et ça, en fait, c'est des aspects qui ont été négligés parce que finalement, ces gens-là, bah, ils étaient conscients hein, qu'ils pouvaient se mettre en danger, d'une part, mais mettre aussi en danger les gens qui voyaient parce qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour se protéger et les protéger. Mais ça, c'est vrai que c'est une réalité aussi qu'on a moins vue. On a vraiment plutôt axé sur finalement des images qui étaient très rassurantes de soignants qui étaient totalement parés pour faire face au Covid. Merci. Les autres vagues, je les ai mis un petit peu 2, 3, 4, 5. En fait, c'est pour illustrer aussi ce sentiment que les vagues se sont enchaînées, mais on n'a pas forcément toujours ressenti la décrue. En tout cas, dans certains milieux, ça s'est beaucoup, beaucoup moins ressenti que dans d'autres. Et puis, globalement, bah, c'est vrai que la fatigue, je ne dis rien de nouveau, hein, c'est un élément qui est ressorti un petit peu partout dans les différents médias. On en a beaucoup entendu parler, ça a été très, très relayé. Mais c'est vrai que cette fatigue, elle avait plusieurs significations. Elle avait clairement une fatigue physique, mais il y avait aussi toute cette fatigue psychologique. Se dire, ben voilà, on a vécu quelque chose de difficile. La société, elle vit au rythme des interdictions et des ouvertures, mais les soignants, eux, ils vivent constamment, en fait, avec des restrictions qui les conduisaient à se retrouver dans des situations professionnelles très chargées. Et c'est toujours en fait ce décalage. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a habité toute la pandémie et qui nous habite encore maintenant.
où finalement, on se rend compte que les besoins de la société sont décalés par rapport au vécu et à la réalité des soignants. Je parle des départs de la profession, ça a aussi été pas mal médiatisé. C'est vrai que pendant cette période-là et à la fin de l'année passée, il y a eu toute la question de l'initiative pour les soins infirmiers forts. Alors, effectivement, il y a 40% des soignants qui quittent de manière prématurée la profession. Les éléments qui sont principalement incriminés sont la surcharge de travail, le stress, les horaires qui sont incompatibles avec une vie de famille. Et puis, il faut rappeler que plus d'un tiers des soignants qui quittent ont moins de 35 ans, donc une espérance professionnelle, on va dire, assez courte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que le Covid n'a rien révélé de nouveau par rapport à cette problématique-là, mais a eu un rôle d'accélérateur. Il y a beaucoup de soignants qui ont quitté les milieux de soins parce qu'effectivement, pendant toute cette période Covid, ils ont dû faire, j'aime pas ce mot sacrifice parce que ça nous ramène toujours à cette connotation un peu des bonnes sœurs, mais pendant cette période-là, c'est quand même comme ça que certains l'ont vécu, un sacrifice en tout cas pour leur vie professionnelle, en étant un peu presque totalement disponible pour leurs milieux de soins. En tout cas, on fait preuve d'une très grande disponibilité pendant plusieurs mois, voire presque une année. Et c'est vrai que tout ça a contribué à augmenter une fatigue qui était déjà présente avant, mais pour laquelle qu'ils ont mis momentanément de côté pour apporter en fait leur pierre à l'édifice, mais qui finalement a eu un effet très important après. Quand je parle aussi du vaccin entre espoir et crainte, ben oui, c'est vrai que le vaccin, c'était l'espoir que la pandémie s'arrête, que les choses reviennent à leur normale. Puis la crainte aussi, parce que c'est vrai qu'on a entendu au tout début que dans certains pays, on allait rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Comme tout reflet de la population, il y a une grande partie des soignants qui voulaient se faire vacciner, mais il y en avait aussi une partie qui avait certaines craintes. Et puis, cette pression supplémentaire qui, tout d'un coup, est arrivée dans un système déjà sous pression, eh bien, a eu pendant une période un peu un effet déstabilisateur, en tout cas pour certains collègues qui ont trouvé que voilà, cette pression-là, elle était de trop et qui n'étaient pas prêts finalement, entre guillemets, à se sacrifier pour les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu de recul par rapport à ce vaccin. Je pense que les chiffres qui nous ont été donnés montrent que la plupart des infirmiers et infirmières ont voulu se faire vacciner. C'est vrai, en moins grande proportion peut-être que les médecins, mais c'est vrai que par rapport à la vaccination pour la grippe, on voit qu'il y a une adhésion qui est nettement plus grande. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que quand on voit les formes de cas graves, on est content d'avoir ce vaccin qui nous permet justement de nous protéger, nous également, les patients aussi, mais vraiment le personnel soignant également. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je suis allée faire une intervention dans une école et puis on nous a dit, voilà, il y a une augmentation de X% du nombre d'entrées de candidats dans les hautes écoles. Alors, c'est vraiment une très, très belle chose. La question que je me pose, c'est quelle est la part de la médiatisation dans tout ça? C'est vrai que le Covid, on l'a beaucoup instrumentalisé au travers des soins intensifs. Hein. Je pense que c'est la partie qu'on relayait beaucoup. Mais finalement, voilà, la partie des soins intensifs, c'est qu'une partie. Il y avait vraiment tout ce qui se passait dans les milieux de soins qui était peut-être un peu, j'utilise le mot glamour, entre guillemets, pour les médias, mais ce qui se passait dans les EMS, ce qui se passait dans les CMS, ce qui se passait pour les infirmiers indépendants, ce qui s'est aussi passé dans des milieux de soins comme les maternités où les papas n'étaient pas présents, les mamans accouchaient seules. Enfin voilà, tous ces événements de vie, en fait, c'est vrai, le Covid a modifié totalement notre rapport à la société, mais notre rapport à la vie et à la mort. Et je pense que les médias ont joué, je l'ai beaucoup dit dans cette présentation, mais un rôle assez crucial dans le message qu'on a donné à la population. Concernant le stress post-traumatique, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, moi, j'ai trouvé peu d'informations à ce sujet et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de soignants qui ont vécu des choses vraiment très compliquées. Outre les aspects personnels et les impacts sur leur vie personnelle, il y a toutes les difficultés, les situations compliquées qu'ils ont vécues au travail et les décès. Je crois que ce rapport à la mort, il a été tellement perturbé et tellement conséquent aussi parce que ce n'était pas seulement des épisodes occasionnels, mais dans certains endroits, c'était des décès qui étaient quasi quotidiens. Et je pense que ça, c'est un vécu
qui est très difficile à vivre aujourd'hui, et c'est maintenant que les gens commencent à en parler et à se rendre compte, en fait, pour eux, le traumatisme que ça a été. Il y a eu effectivement ce décalage constant entre une société qui avançait pas à la même vitesse que le monde hospitalier. Aujourd'hui, le personnel soignant qui a été particulièrement impacté aurait besoin de s'arrêter, aurait besoin de faire un stop puis de reprendre de l'énergie. Et puis, en fait, la société, maintenant, elle veut rattraper le retard, elle veut rattraper le temps perdu. Donc, en fait, on se retrouve de nouveau dans un décalage. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on se réjouit de se retrouver un petit peu aligné avec le reste des besoins de la société. Je terminerai avec ces deux points. Qui prend soin des infirmiers et infirmières, mais du personnel soignant en général, hein, que ce soit autant les aides-soignants, les physiothérapeutes, ergothérapeutes et médecins. Qui prend soin de qui à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas justement une bulle, une possibilité aussi de s'arrêter et de prendre soin de ce personnel qui a quand même souffert? Et si c'était à refaire, je suis convaincue que si c'était à refaire, tout le monde referait la même chose. Après, avec le recul, on est toujours plus intelligent, mais c'est vrai que quand on a commencé cette première vague, on s'imaginait que c'était un sprint, et puis finalement, maintenant, on s'est rendu compte que c'était un marathon. Merci.